Bournazel, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Nous allons parler d'Horizon, nous allons parler du budget, nous allons parler de Paris, bien sûr. Nous allons commencer avec les nouveaux chiffres sur les actes antisémites en 2024. Le service de protection de la communauté juive, le ministère de l'Intérieur ont donné de nouvelles statistiques. Elles sont mauvaises. 1570 actes recensés. 65% de ces actes sont dirigés contre des personnes. On a un pic pendant la campagne des élections européennes. Qu'est-ce que cela dit de notre société ? D'abord, je voudrais rappeler que l'antisémitisme est un poison auquel on ne doit pas s'accoutumer. Or, les chiffres sont de plus en plus mauvais. Il y a un vent mauvais qui souffle dans notre pays. Cette haine des autres, cette haine des personnes issues du monde juif est inacceptable et doit amener chacun non seulement à condamner, mais à agir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cet antisémitisme est décomplexé. On a connu, il existe encore, l'antisémitisme né de l'extrême droite, qui a la haine des juifs. Et puis cet antisémitisme, plutôt maintenant dans une gauche radicale, porté par l'islamisme politique. C'est une bonne partie des actes qui sont motivés par ce qui se passe là. C'est une très bonne partie des actes. Et certains, par leur discours, par leurs propositions, ont donné une certaine caution à l'antisémitisme. C'est la France insoumise, clairement. Décomplexé. Et je veux dire que les républicains, les démocrates doivent s'unir, se rassembler pour combattre le fléau de l'antisémitisme. Nous ne devons rien laisser passer. Il faut monter le curseur de la lutte contre l'antisémitisme. Il ne suffit pas d'attendre que le cessez-le-feu, une solution politique au Proche-Orient règle la situation. Mais moi, je ne veux pas confondre les deux sujets. Pardon de le dire. Nos concitoyens de confession de culture juive en France sont des citoyens comme les autres, républicains, qui doivent être défendus. Personne ne peut leur mettre une cible sur le dos. Et celles et ceux qui, dans la gauche radicale aujourd'hui, comme hier à l'extrême droite, mènent ce combat de haine contre les juifs, sont irresponsables. Nous devons les combattre avant que ce vent mauvais prospère encore plus. Alors le budget se construit à tâtons en ce moment, même si le Sénat va voter déjà aujourd'hui une partie des textes. Le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, le dit dans les Échos ce matin, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur les ménages. Est-ce que vous vous en réjouissez ou est-ce que vous pensez qu'on devrait quand même monter un petit peu le curseur des impôts ? Non, parce que moi je trouve qu'en France, il y a beaucoup d'impôts et de taxes. Et je crois qu'on bat des records de prélèvements obligatoires. Et je crois que dans un budget compliqué à construire, avec une Assemblée nationale un peu ingouvernable et un contexte international compliqué, je crois que notre boussole, ce doit être le moins d'impôts possible et le plus d'économies possible. En tout cas, c'est ce qu'on porte autour d'Édouard Philippe avec Horizon, cette volonté de trouver plutôt des économies. Et on peut faire des économies. Vous savez, il existe beaucoup de doublons entre les administrations, l'administration centrale de l'État, son administration déconcentrée, mais aussi les administrations décentralisées, notamment de nos collectivités. Lutter contre les doublons, il faut débureaucratiser notre administration pour retrouver des marges de manœuvre, parfois un peu moins de normes, parfois un peu moins de technocratie, et donc un peu plus d'économie pour dégager des marges de manœuvre pour se désendetter et dégager des marges de manœuvre pour investir sur l'avenir. Mais je pense à l'éducation, je pense à la défense. Alors que le monde qui vient est un monde dangereux, il va falloir nous protéger, assurer notre souveraineté, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle française. Mais tous les gouvernements le disent, mais quand on est confronté à la réforme de l'État, il y a très peu de choses qui sont faites, y compris Édouard Philippe durant ces 3 années. Il n'a pas baissé le nombre de fonctionnaires, il n'a pas supprimé les doublons. Il a un peu commencé, et justement le déficit, lorsqu'il était Premier ministre, avait diminué. Et puis il est arrivé après la Covid. Et puis, il est parti de Matignon, puisque Emmanuel Macron l'a remplacé à l'époque par Jean Castex. Mais le travail que nous faisons aujourd'hui, les propositions que nous portons, sont des propositions très fortes pour faire des économies et pour retrouver des marges de manœuvre pour nous protéger pour l'avenir. Le plan massif qu'il a promis dans le cadre de sa campagne présidentielle, ça sera ça. Son projet massif, ça sera ça. Son projet massif va toucher aux questions, évidemment, non seulement régaliennes, assurer notre sécurité intérieure et extérieure, va porter aussi les questions de justice, les questions d'éducation, les questions de formation, les questions d'emploi, les questions de pouvoir d'achat, et évidemment d'être en capacité de réformer notre puissance publique pour la rendre plus agile, qu'il y ait moins de bureaucratie, plus d'acteurs sur le terrain et plus de souplesse pour désendetter l'État, pour protéger notre souveraineté et nous permettre de préparer l'avenir. Parce que je reviens sur l'éducation ou sur les questions de sécurité extérieure, la défense, alors que nous avons la guerre sur le sol européen. On a besoin d'investissement. Alors qu'on doit protéger nos démocraties, on le voit bien au Proche et Moyen-Orient, il va falloir investir. Et pour investir, il ne faut pas être endetté.
Éric Ciotti va plus loin. Il propose une loi tronçonneuse inspirée par l'Argentin Javier Milei avec 120 milliards d'euros d'économies par an. Et il coupe large. Il veut supprimer par exemple les régions, les départements, les métropoles pour créer une province. Il veut réduire à 10 ministères, etc. etc. Est-ce qu'il ne faut pas aller franchement dans ce sens ultralibéral ? Non, mais il ne faut pas aller dans les propositions de M. Ciotti. D'abord, on ne sait pas comment elles sont financées, par quoi exactement elles sont remplacées. Puis si c'est pour dire, à la place des régions, je fais des provinces, il faut avoir un cap. Le cap, désendettons le pays, débureaucratiser. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre les doublons, j'en parlais tout à l'heure, mais il ne faut pas forcément remplacer tous les fonctionnaires qui partent à la retraite dans la technocratie, mais plutôt privilégier les fonctionnaires et les agents publics sur le terrain. Je pense à l'éducation nationale, je pense notamment à notre sécurité, à la justice qui doit être renforcée. Et on fait fondre les administrations centrales. Et on fait fondre les administrations centrales, on lutte contre les doublons et on récupère de l'argent pour, évidemment, le pouvoir d'achat des Français et pour investir sur l'avenir. Recherche, innovation, défense, éducation, transformation écologique de notre modèle. On a tant à faire. Pas de taxes sur les retraités, c'était l'idée lancée par Astrid Panosyan-Bouvet. Non, il ne faut pas de taxes sur les retraités. Mais est-ce qu'on passe pas à côté quand même d'un petit gain qu'on pourrait demander aux retraités les plus aisés ? Ils existent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, les gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé toute leur vie, méritent bien une retraite. Et souvent, les retraités dans notre pays, s'ils sont un peu plus aisés que la moyenne pour certains, bien souvent, ils aident leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils participent à la cohésion de notre société. Donc je crois qu'il faut faire des efforts sur notre train de vie, sur le train de vie de l'État, qu'il faut faire des économies plutôt que pénaliser les ménages et nos concitoyens en général. Alors en ce moment, dans la fabrication du budget, on voit les idées de plus de taxes qui sont rejetées. Très bien. Mais on ne voit pas les dépenses qui baissent. Bien justement, c'est pour ça que nous, on met le curseur là-dessus. Et on fait des propositions très fortes qu'on met dans le débat public. Notre boussole, c'est les économies, les économies. Et je crois que, au vu du taux de prélèvement obligatoire que nous avons aujourd'hui, nous devons faire cet effort de réaliser des économies si nous voulons à un moment donné protéger le pouvoir d'achat des catégories populaires comme des classes moyennes et de l'ensemble de nos concitoyens. Parce qu'un pays qui se porte bien, c'est un pays qui fait confiance aussi à l'initiative, qui fait confiance aussi à l'entreprise. C'est un pays dans lequel on a envie d'investir et c'est cette boussole-là qui peut permettre à la France de redémarrer. Alors, en termes d'économie, il y a eu quelque chose de symbolique hier qui a été voté au Sénat. C'est pas grand-chose, c'est moins de 3 millions d'euros, mais ce sont les avantages accordés aux anciens présidents de la République et aux anciens premiers ministres, secrétariat, véhicules, etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour les supprimer ? Je ne fais pas de tabou sur ce sujet. Je n'ai pas spécialement réfléchi, n'étant pas moi-même ancien Premier ministre ou ancien président. Écoutez, il n'y a pas de problème. Si on peut faire des économies, il faut les faire. Bon, ça ne sera pas beaucoup d'argent, néanmoins. Ça ne sera pas beaucoup d'argent, c'est symbolique. Mais si ça doit participer à réconcilier les citoyens avec les politiques, eh bien, il faut le faire. Alors, l'actualité municipale aussi rebondit. Ça y est, on est parti vers cet horizon 2026. Alors, commençons par une question simple. Êtes-vous, à l'heure où nous parlons, toujours candidat à la mairie de Paris pour 2026 ? Je serai candidat, bien sûr, le moment venu. Je me prépare depuis de longs mois, pendant que d'autres font de la politique politicienne, sont dans des logiques partisanes. Nous bossons. J'ai constitué des équipes de travail. Aujourd'hui, j'ai plus de 350 citoyens experts organisés dans 11 groupes de travail qui réfléchissent à la vision de Paris et du Grand Paris, aux solutions qu'on doit amener pour que Paris reste une ville attractive sur le plan économique, soit une ville innovante, rayonnante sur le plan culturel, mais en même temps qui améliore la qualité de vie au quotidien des Parisiennes et des Parisiens sur la propreté, sur la gestion des travaux, sur la sécurité, sur la tranquillité, sur l'accès au logement, sur la lutte contre la vie chère aussi à Paris. Nous bossons. Et puis en même temps, j'ai monté chaque mois des conversations parisiennes où j'invite une personnalité qui pense et fait la ville, réfléchir avec nous à l'avenir de Paris, à l'avenir des Parisiennes et des Parisiens. On le fait dans un esprit de responsabilité, de grande ouverture. J'ai autour de moi des hommes et des femmes venus de la gauche modérée comme de la droite, du centre et de la société civile qui aiment Paris et qui veulent servir les Parisiennes et les Parisiens. J'ai reçu le soutien d'Édouard Philippe et d'Horizon, mais j'ai des hommes et des femmes issus de différentes sensibilités autour de moi, et nous allons porter cette vision et ce projet. Nous savons qu'une élection se gagne avec une vision, un projet, une équipe, une détermination et un récit. Je suis élu de Paris maintenant depuis 17 ans. J'ai toujours été fidèle à Paris. Je n'ai jamais instrumentalisé ma ville, mon arrondissement pour servir d'autres intérêts. Je suis un homme libre et indépendant d'esprit. Paris a besoin d'un changement, mais un changement positif. Il ne suffira pas de critiquer le bilan de Madame Hidalgo pour être maire de Paris. Certains ou certaines sont très forts dans la démolition de Madame Hidalgo et de son action. Moi, je veux mettre mon énergie avec mon équipe
à construire l'avenir et à préparer des solutions. Mais en ce moment, il y a aussi l'impératif d'union, parce que si on est divisé, on est sûr d'être battu. Que répondez-vous donc à Agnès Evren, Rachida Dati pour les Républicains, qui disent « Allez, c'est le moment de se rassembler ». Agnès Evren a lancé un appel clair, il vous est destiné. Mais on se rassemble sur quoi? Moi, je veux construire... Sur la personne de Rachida Dati, favorite dans les sondages. Mais c'est pas les sondages qui décident. Sinon, on n'est plus en démocratie. C'est les Parisiennes et les Parisiens qui décident. Et le rassemblement, c'est un état d'esprit. Et j'ai l'état d'esprit pour le rassemblement et pour rassembler autour de la démarche à laquelle je crois. Ce qui est important, c'est de penser à notre ville. Je serai un maire qui dure, un maire qui sera là quoi qu'il arrive demain. Pour moi, Paris n'est pas un tremplin pour des ambitions nationales. On a besoin d'une éthique de conviction. J'ai cette éthique de conviction. On a besoin d'un projet pour convaincre les Parisiennes et les Parisiens. Il ne suffit pas de déclamer, il ne suffit pas de critiquer, il faut proposer des mesures opérationnelles pour changer la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Et j'aborde cette campagne avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'envie. On va mettre beaucoup de propositions sur la table, on va faire bouger les lignes, et ce changement positif, il peut réussir. Pourquoi? Parce que j'ai appris dans mon 18e arrondissement à parler à tout le monde, à parler à des hommes et des femmes venus de la gauche comme de la droite, ou qui ne sont pas concernés par ce clivage politique, pour les rassembler autour d'un projet. Et c'est comme ça qu'on peut gagner Paris. Et c'est-à-dire que Union Capitale, hein, cette organisation des oppositions que vous aviez rejointe, est-ce que c'est mort-né maintenant? Non, mais nous avions fait Union Capitale avec d'autres élus en se disant nous ne sommes pas de la même sensibilité, mais nous sommes capables de travailler ensemble. C'est une forme de plateforme au fond. Moi, je suis prêt à continuer avec des gens qui peuvent soutenir d'autres démarches. Ça ne pose pas de problème. Moi, je refuse le sectarisme. Et dans le changement positif que nous voulons porter, il ne peut pas y avoir de fermeture. Simplement, il n'y a pas d'oukase et aucune menace, aucune pression, aucune puissance ne pèsera sur ma conscience et sur mon envie de servir Paris. Et avec l'équipe qui est alienne, qui s'étoffe de plus en plus, nous sommes déterminés à porter cela devant les Parisiennes et les Parisiens. Il y en a des menaces, des pressions? Je crois qu'il y en a pas mal. Mais ce n'est pas une surprise. Mais ce n'est pas très impressionnant. Et ce n'est pas très intéressant. Ça n'intéresse pas les Parisiennes et les Parisiens. Ce qui les intéresse, c'est ce que l'on peut porter comme projet pour eux. Vous êtes issu de cette majorité présidentielle qui est au pouvoir depuis 2017 à travers Horizon et Édouard Philippe. Si Gabriel Attal, demain, vient dans cette compétition, lui qui a été Premier ministre aussi, lui qui est parisien aussi, est-ce que là, il y a une possibilité pour vous de dire « bah oui, je peux me retirer, participer à quelque chose de plus collectif » Bertrand Delanoë, si s'était retiré face à Dominique Strauss-Kahn dans un premier temps, puis face à Jack Lang dans un second, qui était largement favori des sondages, n'aurait jamais été maire de Paris. Si Jacques Chirac avait regardé les sondages en 1994, il n'aurait jamais été candidat à la présidence de la République face à Édouard Balladur, dont on promettait l'élection dès le premier tour. Si Emmanuel Macron avait regardé les sondages lorsqu'il était à 5%, il n'aurait jamais été candidat. On parlait à l'époque plutôt de Manuel Valls à gauche et de François Fillon à droite. Donc vous voyez, ce n'est pas les sondages qui doivent nous commander dans une démocratie. La boussole, c'est de savoir si on a la légitimité, si on a le projet et l'équipe encore une fois. Et c'est ça qui doit compter. Et c'est ce que nous voulons mettre dans cette campagne avec beaucoup de détermination. Donc le changement positif que nous portons va rassembler très largement et permettre le changement à Paris. Eh bien, Pierre-Yves Bournazel, candidat déterminé à la mairie de Paris. Merci et bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve demain. Votre invité sera le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur pour son livre Entre-guerres.